Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, Toujours un temps gris ici, mais il fait pas mauvais. Il doit faire 22, 23 degrés. Impeccable pour dormir la nuit, vraiment très bien. Abonnez-vous, mettez un pouce, un petit commentaire. Il paraît que tout ça, ça aide. Ils sont en train de bloquer YouTube en Russie, donc c'est pas ils ferment pour l'instant, c'est qu'ils réduisent de 40% la vitesse de téléchargement des vidéos parce que Google ne se conforme pas à la loi russe. Ça sera plus tard 70%, et après on ne sait pas. Alors pour l'instant c'est actif à Moscou et Saint-Pétersbourg, moi j'ai aucun problème pour l'instant. Bon, il semble que si on a un VPN, tout devrait bien se passer, donc j'espère qu'après ils vont pas s'attaquer au VPN, et puis bon, on pourra se débrouiller. Voilà, donc les femmes et les mères des soldats, toujours, si vous pouvez. Euh, je sais bien, je vous en parle à chaque fois, mais déjà ça me tient à cœur. Ensuite, c'est vraiment, vraiment super utile, les dons que vous faites. Et, euh, et vous avez vu la vidéo que j'ai fait la dernière fois, où elles attendent ça, quoi. C'est la joie quand je leur donne l'enveloppe, c'est pas du pognon, c'est un geste des Français envers elles et leurs enfants ou leurs maris, sans savoir la finalité vraie de tout ça, qui est pas vraiment d'envoyer des trucs pour les soldats, mais c'est surtout pour qu'elles puissent se réunir, qu'elles puissent discuter ensemble, parce qu'à chaque fois, si leurs enfants ou leurs maris ont eu des problèmes sur le front, eh ben, elles le racontent, alors qu'en général, elles peuvent pas en parler trop. Enfin, là, elles peuvent en parler, du moins. Euh, Moi, quand je suis là, ben, elles viennent me voir moi, elles viennent me parler à moi, elles viennent m'expliquer. Alors des fois, je comprends pas tout, mais bon, je dis oui. Enfin, je fais comme si je comprenais tout, mais par respect, je la laisse parler, mais voilà. Donc si vous pouvez, ben voilà, c'est toujours bienvenu. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit sujet et je vais commencer par ça. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est Ivan Chai, le thé d'Ivan. En fait, c'est du thé russe. C'est des plantes qui poussent. Je vous ai déjà montré sur des vidéos. C'est des longues plantes avec des fleurs violettes qui restent très longtemps. Les fleurs restent très longtemps. Et on cueille ces plantes. On les fait macérer. Il y a Dina qui veut rentrer. Macérer, etc. Et au final, ça donne ça. Voilà. On a fait ça avec Elena. Donc là, c'est en train de finir de sécher. Alors, ça a une odeur d'herbe fraîche. Ça devrait avoir une odeur de fruits, mais ça l'a pas fait. Donc, on va recommencer une autre fois, mais ce thé-là, on va le garder quand même. Sinon, euh, alors ça, là, les herbes que vous voyez là, ça, c'est des feuilles de framboisier. Donc ça, en Russie, ben, on les fait sécher, on les transforme un peu comme ça. Et même chose pour le thé, plus tard, pour cet hiver, voilà. Ça donne un goût de framboise super. Ça, c'est ce qui remplace le safran, en Russie. Voilà. Ça désinfecte. Quand Elena fait des bocaux, eh ben, elle met ça dedans. Vous voyez, je vous parle cuisine aujourd'hui, hein. Ensuite, on a ça. Alors là, elle l'a loupé apparemment, si je vois bien. Voilà, vous voyez, ce bocal là. Ça s'appelle sok, c'est du jus, on dit, c'est du jus. En fait, c'est des fruits avec de l'eau qui macèrent. Et puis, ça reste dans la cave. Et quand l'hiver arrive, ou quand il y a une fête, ou quand il y a quelque chose, eh ben, on va pas au magasin acheter du jus de fruits avec des trucs chimiques, tout ça. On sort ça, on filtre les fruits, qui n'ont plus de goût en fait, et on a un jus super. Donc là, c'est des groseilles. Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait encore?
Parce que là commence, ça commence, quoi. Alors bon, bah ça date de l'année dernière, mais bon, ça sera la même chose cette année, voilà, du piment. Il est sec. C'est pour vous montrer un peu qu'en Russie, en fait, on fait... Et nous, moins que les autres, en fait, hein, parce que les autres font beaucoup plus, même. Hein. On fait moins que les autres, mais on fait beaucoup de choses nous-mêmes. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Là, j'ai des trucs, non. Non. Là, il n'y a rien. Alors, il y a un truc qui s'appelle balsam. Euh, Alors ça vient de... Quand j'ai habité à Riga pendant un temps, quand j'étais bloqué avec le Covid. Voilà, c'est un balsam, ça fait 40 degrés quand même. Mais il y en a du russe aussi, il est là. Voilà. Donc vous en mettez une petite cuillère à café dans votre tasse à thé. Et ça donne un goût, un super goût quoi, au thé. Voilà. Ça s'appelle balsam en russe. Bon, là, ici, c'est tout pour l'instant. Là, qu'est-ce qu'on a qui est en train de se faire? Bah, rien, j'ai du fromage qui est en train de se faire, mais il fait trop chaud. J'ai essayé de faire avant que la cave soit prête, mais ça va pas. Bon, bref, on mangera quand même, de toute façon. Là, qu'est-ce qu'on a qui se prépare? Là, on a des baies, jolies baies, jolies, des grosses groseilles. Elles sont juteuses, elles sont sucrées, c'est délicieux. D'ailleurs, je pense qu'après cette vidéo, je vais m'en faire un petit bol. Bon, là, je vous montre pas parce que c'est le vrai bordel, puisque les rangements sont en train de se faire. La cave, elle est là pour ça. Quand mon copain qui est en train en ce moment de faire le carrelage, là, il aura fini, et que ça sera sec, on y mettra des étagères. Et on mettra un tas de trucs. Tout ça ira là-bas. Voilà. Alors, c'est quoi le but de cette cave? Ça va être... il y a un chauffage au sol, et ça va être que pendant l'hiver, quand il fera très froid, j'ai mis un thermostat, et, je voudrais qu'il y fasse entre 5 et 10 degrés. Ce qui est la bonne température, enfin surtout 10, la bonne température pour que le fromage vieillisse normalement, que le fromage voilà, fasse sa vie normalement. Donc je vais mettre... alors donc une fois que j'aurai mis des plaintes, etc., bon, je sais bien qu'il n'y a rien qui arrête les souris, mais bon, je ferai attention qu'il n'y aura pas de souris qui viennent. Et puis voilà. Donc je voulais vous parler, alors le but de cette vidéo, c'était de vous parler de la manière des Russes de se nourrir, qui n'est pas comme en France. Enfin, la manière des Russes de se nourrir correspond aux Français des années 60, dans les petites villes et à la campagne. Et dans des villes de région parisienne aussi, parce que moi j'habitais à Colombes, chez mes grands-parents, et ma grand-mère, qui était bretonne, faisait à manger à peu près comme ça, quoi. Sauf que c'était des plats français ou des crêpes, évidemment, mais c'était du pot-au-feu, des trucs qui n'existent pas ici, mais ici c'est d'autres choses. Alors les Russes, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils utilisent énormément de choux. C'est le pays du chou, c'est le pays de la patate. Alors pour dire patate en russe, on dit kartoshka. Et des fois, ils disent, certainement à cause de la guerre, ils disent kartoffel, comme les Allemands. Je ne sais pas pourquoi. Le chou, ça se dit kapusta. Et je vous fais un petit cours de russe en même temps. Donc kapusta pour le chou, kartoshka pour les patates, les carottes, markov, alors vous avez une herbe qui est très très utilisée, mais alors à un niveau vous ne pouvez pas imaginer. Il y en a partout. Et d'ailleurs j'en ai franchement marre des fois de cette herbe. C'est la nette.
Ils en mettent partout, partout, partout. Sur la viande, sur le poisson, dans les conserves. S'ils font des concombres en conserve, des concombres salés ou des trucs comme ça en conserve, il y a de la nette. C'est trop, c'est trop. Pour moi, c'est trop. Bon, alors le persil. Alors le persil, ça se dit petrouchka, la nette, ça se dit ukrop, et c'est comme ça qu'on surnomme les Ukrainiens. Euh, à l'époque où on s'entendait bien avec les Ukrainiens, c'était un surnom gentil. Ukrop, c'est la nette. Voilà, les Ukrainiens étaient surnommés Ukrop. Parce que UKR et Ukraine, Ukrop, voilà, c'est pour ça. Qu'est-ce que tu fais, Jojo? Elle est en train de faire elle est en train de faire de l'escalade. Je sais pas ce qu'elle fait. Donc, voilà les légumes principaux de la cuisine russe. Le cochon, le mouton, le bœuf, un peu moins, mais le bœuf. Euh, beaucoup de farce. Beaucoup de farce. Et la farce, jamais seule. Vous trouverez jamais un beefsteak haché. Mais vous trouverez des farces pour mélanger porc et bœuf, ou porc et poulet, farce de poulet, ou dinde et bœuf, ou voilà, c'est toujours mélangé avec un autre, à deux. Et avec ça, ils font ce qu'ils appellent des côtelettes, c'est-à-dire des boules de viande, un peu allongées. Dedans, il peut y avoir du riz. S'il y a du riz, ça s'appelle yojik, parce que c'est un hérisson. Parce que quand ça cuit, eh ben, les morceaux de riz ils ressortent et puis ça fait comme un hérisson. Alors vous avez un plat, je pense que c'est le plat le plus gras que j'ai jamais mangé de ma vie. Ça s'appelle les côtelettes de Kiev. C'est c'est un gros rectangle de beurre qu'on entoure de viande, de panure et qu'on met dans l'huile. Et le but du jeu, pour les gens qui savent le faire, c'est de savoir exactement combien de temps il faut le laisser, parce qu'il y a un moment, le beurre il va commencer à fondre, parce que ça va commencer à cuire à l'intérieur. Et en fait, il faut que ça cuise la viande, que ça cuise la viande, que ça cuise la viande, et au moment où ça arrive au beurre et que ça devrait faire fondre le beurre, et ben hop, il faut arrêter. Et là, c'est cuit. Et quand vous l'ouvrez, vous avez ce gros morceau de beurre, qui souvent fond un petit peu, évidemment. Mais c'est... moi, j'en mange une, c'est bon, quoi. On peut pas en manger une deuxième, c'est gras, 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 gras. C'est très gras. J'ai mis mon micro, il a intérêt, hein, parce que ça va bien. D'oublier. Quand on n'a pas de tête, hein, comme ça. Comme disait mon grand-père, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà, donc ça c'est la nourriture de tous les jours. Vous avez des choses qui s'appellent, que j'aime bien, qui s'appellent golubtse. Golubtse, donc c'est une feuille de chou qu'on fait blanchir, les feuilles extérieures, les plus grandes, et puis ensuite on y met de la farce, la fameuse farce dont je viens de vous parler, dedans. On roule la feuille de chou, c'est-à-dire on roule les deux côtés, comme j'allais dire comme un shawarma, mais vous savez pas ce que c'est. C'est les sandwichs grecs russes, on va dire. C'est une crêpe en fait. À l'intérieur, il y a la même viande, mais au lieu que ça soit des frites grasses et tout ça, c'est des légumes et une petite sauce. Euh, le genre de truc que, si vous venez participer au voyage que j'organise à Kazan, le genre de truc qu'on goûtera, que je vous ferai découvrir. Euh, donc, donc on roule dedans, ça fait une sorte de petit paquet qui est fermé, on met ça dans un plat, on y rajoute une sorte de mélange de sauce de smetana. Smetana, c'est une crème aigre, c'est la crème qu'utilisent tous les Russes en fait. La crème fraîche, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, mais elle est toujours qu'à 10%, enfin elle est très liquide, enfin, elle n'est pas très intéressante. Donc on rajoute un mélange de smetana et de sauce tomate, sel, poivre, etc., etc. Et puis on met ça au four. Voilà. Et quand c'est cuit, bon bah ça fait des petits paquets. Bon, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais si vous voulez, pour moi qui suis gourmand, pour moi qui aime manger, pour moi qui aime les choses différentes, etc. Pour moi, alors les Russes vont bondir quand ils vont entendre dire ça, mais c'est la vérité. Pour moi, la cuisine russe, elle est toujours sur le même goût. C'est jamais très fort, moins fort, explosion des saveurs, machin, tout ça. Rarement, très rarement, ou même pas du tout. C'est toujours neutre. C'est toujours un goût qui est sur la même ligne.
Bon, voilà. J'aurais dû aller vivre en Chine, en fait. Parce que la Chine, je sais pas si vous le savez, mais je crois que j'ai dit il y a pas longtemps, la Chine on leur a décerné le rang de première meilleure cuisine du monde. Et oui, parce que la cuisine chinoise est très 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 raffinée. Ils ont battu la France, deuxième l'Italie et troisième la France. Voilà. Donc la serre continue, ça continue à pousser. Ça rougit toujours pas chez nous, parce qu'on a mis les tomates très tard en fait. Donc on aura ça mi-août, je pense. On aura des tomates mi-août. Vous voyez, il y a des sortes. Ça, c'est des sortes qu'Elena a récupéré les graines de sa maman. Parce qu'en Russie, il y a ces fameuses graines qui ne repoussent jamais après, une fois que vous les avez fait pousser. F1, ça s'appelle F1 en russe, je crois. Et, mais en fait, les Russes, ils s'en foutent de ça et ils font eux-mêmes leurs semis et, depuis des générations. Et on se les échange, on se les prête. Enfin, prête, on se les prête pas. On se les donne. Voilà. Si vous allez chez quelqu'un, des amis, oh les belles tomates, oh, j'adore, c'est quoi cette sorte? Tiens, voilà des graines. Voilà, c'est comme ça. Bon, en France, c'est la même chose. Voilà, donc, qu'est-ce qu'il y a beaucoup en Russie aussi? C'est ça, vous voyez? Ces grandes plantes là. Ça, c'est du réfort. Ça pousse comme du chien-dent, partout. Ça fait des grosses racines que vous récupérez, que vous pelez, que vous râpez, très fin, et vous rajoutez un peu de vinaigre blanc, et vous mettez ça dans un pot fermé, et ça reste toute l'année, comme de la moutarde, comme du wasabi, voilà. C'est ça le principe. Ah, il y a un nain qui est tombé. Ah, qu'est-ce qu'il fait par terre, celui-là? Hein? On a deux petits nains, hein. Le bleu était tombé. Bleu-vert. Voilà, donc ça c'est Léna qui s'amuse avec son petit tas. En fait, c'est des fondations d'un très très vieux truc en dessous. Plutôt que de les retirer, on a laissé, on a remis de la terre et puis ça fait un. Elle s'amuse à mettre des fleurs, quoi. Voilà. Donc la nourriture russe, ben, c'est ça, c'est du riz. Alors vous trouverez, si vous venez en Russie, vous trouverez dans la Russie, vous trouverez dans la nourriture russe beaucoup de plats ouzbeks, tadjiks, etc., etc. Comme par exemple un truc que les Russes aiment beaucoup, c'est le plov. Le plov, c'est dans une grande casserole, dans un wok par exemple, vous faites revenir des oignons, des cubes de porc ou de mouton surtout, c'est encore meilleur. Et puis une fois que ça a bien coloré, vous rajoutez une bonne épaisseur de riz pas cuit. Et puis vous y rajoutez, je crois, un tout petit peu d'eau, mais je crois même pas, parce qu'avec le gras et puis l'huile et la sauce, tout ça, là, de la viande, le gras de la viande, c'est ça qui fait gonfler le riz. Et puis vous fermez. Ah, faut faire des trous. Faut mettre un peu de piment et du adjika. Adjika, c'est l'épice de là-bas, un peu pimenté. Et puis ça cuit tout seul. Et quand c'est prêt, ben, le riz est prêt. Et voilà, et ça se mange. Prenez ça à la grosse cuillère, là, de la viande et du riz, et hop, dans l'assiette. Délicieux. Délicieux. Euh, vous avez beaucoup de restaurants où les gens font des choses qui s'appellent khachapuri. Donc ça, c'est de la cuisine géorgienne. Ça ressemble à une... Ça ressemble... Alors, de loin, hein. Ça ressemble à une gondole de Venise, en forme. C'est-à-dire, à chaque bout, c'est plus fin. Au milieu, la pâte faisait une sorte de réceptacle. Là, on y met du fromage qui s'appelle suluguni. C'est du fromage qui fond très très bien. Fromage de là-bas, qui se vend énormément en Russie. Et puis vous rajoutez un œuf, le blanc et le jaune comme ça, tac, sur le fromage, et vous mettez ça dans le four. Et la pâte gonfle, cuit, le fromage fond, l'œuf est dessus, et quand c'est prêt, vous prenez les bouts qui sont comme des croûtons, si vous voulez, les deux bouts là, et puis vous prenez le fromage au milieu et vous le mangez. C'est très très bon. C'est super bon. C'est delicious.
Dans la cuisine russe, vous avez beaucoup de tomates, beaucoup de sauce tomate. Ça, c'est souvent de la sauce tomate. Euh, peu de piment, malheureusement. Si c'est pas des plats ouzbeks ou tout ça, où c'est un peu plus fort, il n'y a jamais trop de piment. Il n'y en a jamais, même. Alors, vous avez des plats. Vous êtes français, vous venez en Russie, vous êtes hébergé par des gens. Euh, pour, pour vous faire plaisir, pourquoi c'est ouvert ça? Pour vous faire plaisir, ils vont vous faire des kartoshka po-francuski, des pommes de terre à la française. Et alors là, quand c'est dans votre assiette, vous vous dites que ça n'a rien de français du tout, mais alors du tout. C'est des patates, comme des patates sautées, qui sont coupées en rondelles, puis mises dans une poêle, avec au-dessus une couche d'espèces de farce, des oignons et une couche de mayonnaise. Comme je vous ai déjà expliqué il y a un certain temps de ça, pour ceux qui ont suivi la chaîne il y a longtemps, les Russes ont une mayonnaise. D'ailleurs, le rayon mayonnaise dans les supermarchés russes, il est aussi grand que le rayon bière en France. Hein. Vous voyez, ça c'est le rayon mayonnaise. La mayonnaise est dans des tubes, elle est des gros tubes, elle est assez chimique et elle fond pas. Incroyable. Hein. Moi, si je fais ma mayonnaise française et que je la mets, évidemment, ça va se transformer en huile le bazar dès que ça va chauffer. Et ben non, là non, ça fond pas. Donc ça reste dessus, ça fait une sorte de crème qui est dessus là. Et quand vous mangez ça, en fait, en tant que Français, quand ça arrive dans mon estomac, la fourchette avec la viande, la patate et la mayonnaise chauffée, là, tout ça, ça fait une espèce d'attaque de mon estomac, de gras, de... Bon. Alors évidemment, vous le mangez, parce que puis vous faites, c'est bon, parce que vous êtes poli. Mais bon, c'est... Alors, vous apprendrez aussi qu'un Russe qui vous prépare à manger, un Russe qui vous fait un truc, une Russe, c'est jamais bien. Première chose qu'elle vous dit une fois qu'elle vous sert, ah oui, mais j'ai pas bien fait ça, c'est pas bon ça, alors que c'est délicieux. Hein. Mais toujours, Elena me fait ça tous les jours. Et même les jours avant, mon ex-femme c'était pareil, ma belle-mère c'était la même chose, enfin bon. C'est tout le temps comme ça. Et c'est jamais bon, c'est jamais parfait. Il faut toujours que ça soit parfait. C'est comme, vous avez des gens, ils viennent vous voir, ils vous parlent un français extraordinaire, et ils vous disent, ah ben non, ouais, mais je sais pas parler français, parce qu'ils savent pas parfaitement comment un français parler français. Ben non, mais c'est pas ça bien parler français, c'est pas ça. Déjà utiliser les mots, parler, se faire comprendre, et ça, c'est vachement bien. Et ça, ils ont du mal à accepter ça. Enfin bon, voilà. Donc, quoi d'autre? De quoi d'autre dans la cuisine? La cuisine, parce que les femmes, c'est à la cuisine. J'ai toujours adoré cette petite vidéo avec un Africain, un pasteur africain qui crie et puis qui dit la femme, c'est à la cuisine. Ça m'a toujours fait rire. Et ce qui m'a surtout fait rire, si vous connaissez cette vidéo, regardez-la. C'est le type qui est en face de lui, la réaction qu'il a. Il est complètement dans son monde, le mec. Il est excellent. Bref, donc dans la cuisine russe, vous avez vous avez de la pâtisserie. Alors le plus connu de tous les gâteaux, il y en a deux. Il y en a un, ça s'appelle le Napoléon. C'est une sorte de millefeuille sans trop de crème. Bon, beaucoup de pâtes, petit peu de crème au milieu, c'est tout. Alors il y en a qui sont faits maison où ils mettent de la crème partout, hein, évidemment, mais celui que vous achetez, vous avez au resto, tout ça, c'est pas ça. Et alors le truc, ça vous avez dans tous les restos, et moi j'adore, hein, j'aime ça, hein, c'est le cheesecake. Ça c'est tous les restaurants russes, ils vous proposent du cheesecake. Euh, Quand vous allez au restaurant en Russie, vous n'avez pas comme en France, le pain sur la table, tout ça. Si vous voulez du pain, bah faut le demander, puis il faut le payer. Euh, vous n'avez pas une carafe d'eau, vous voulez de l'eau, bah faut acheter une bouteille. Alors, ce qu'il y a en Russie, c'est que vous pouvez tout à fait acheter vos boissons au magasin, et puis aller au restaurant, sortir vos boissons et les boire. Ça se fait, ça. J'ai vu souvent ça. Pour des anniversaires, pour même
Voilà, parce que c'est vrai qu'au resto, c'est cher, donc ben, ils achètent leurs bouteilles avant et puis ils les boivent, c'est tout, il y a rien qui interdit ça, hein. Donc ils font comme ça. Et puis en plus, en Russie, vous avez beaucoup de restaurants, c'est des chaque emplacement, table et banquette autour, c'est fermé par un rideau ou par une paroi ou donc en fait, vous êtes tout seul dans votre truc, il y a ni le serveur qui passe, ni les voisins qui vous écoutent, ni, enfin, c'est vraiment su moi j'adore. Vous êtes, tranquillou, vous êtes pas comme à Paris là, tout le monde serré les uns contre les autres, parce qu'il faut gagner de la place, parce que c'est cher de louer, l'emplacement et cetera. Voilà. De toute façon, vous vous rendrez compte de tout ça quand je ferai les vidéos sur le voyage à Kazan, à la fin du mois, fin août, puisque j'y vais avec 4 Français, et ça va être très sympa. Même moi, je suis pressé d'y être, parce que je vais retrouver des trucs que j'ai pas vus depuis longtemps, parce que c'est sympa de montrer la ville qu'on aime, parce que j'adore cette ville. J'y ai vécu 5 ans, donc j'aime beaucoup Kazan. J'espère leur faire découvrir ce que moi j'ai découvert en venant vivre à Kazan au début, c'est que les musulmans, ben, c'est pas dans le monde entier, c'est pas du tout les mêmes que ceux que vous avez en France en fait. Rien à voir même. Quand on vous parle de religion, de paix et amour, bah, c'est exactement ça. En France, ça m'a pas trop l'air d'être ça. Vous avez pas les bons en fait. On ira à la grande mosquée, j'espère, on pourra y aller. On va juste retirer ses godasses pour rentrer. Mais elle est tellement belle, et c'est une vraie beauté. Moi j'ai discuté avec ce qu'ils appellent le moufti, c'est l'imam quoi, euh, qui parlait anglais à l'époque, il y a plus de 10 ans, qui était très sympa, très ouvert, qui était là parce que c'était Pâques, et c'était une fête organisée par les orthodoxes, et il était là, avec d'autres musulmans, pour fêter Pâques avec nous. Enfin, c'était vraiment bien, quoi. Euh, donc la cuisine. Revenons à la cuisine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, en entrée, vous avez souvent ce qu'ils appellent des salades. Alors nous, en France, on dit une salade, c'est soit de la salade verte, soit une salade piémontaise, soit voilà, c'est ça. Bon, bah eux, c'est le mot salade fois 100. C'est-à-dire le nombre de salades qu'ils ont différentes est hallucinant. Il y a de tout, de tout, de tout, de tout. La plus connue étant la salade chouba. Chouba, ça veut dire fourrure. Enfin, pas de chouba, c'est-à-dire en fourrure. C'est une salade, j'en ai déjà parlé, c'est une salade avec plusieurs étages, avec du hareng, avec etc. Puis qui finit avec de la betterave râpée sur le dessus, et par-dessus le jaune de l'œuf, le blanc de l'œuf est une des couches qui est à l'intérieur, mais le jaune on le met au-dessus comme salade, les œufs mimosa, vous savez. Ensuite on met ça au frigo et le jus de la betterave passe dans les œufs, et les œufs ne sont plus jaunes, ils sont roses. Et voilà, c'est cette salade. Alors vous avez des salades avec de l'ananas et du poulet, vous avez plein, plein, plein de salades. C'est délicieux. Moi j'adore. C'est vraiment délicieux. Alors toujours la mayonnaise évidemment. Mayonnaise, mayonnaise, mayonnaise. C'est le pays de la mayonnaise, des patates et du chou. Ça, il n'y a pas photo. Quoi d'autre? Dans les plats principaux, bah, vous avez, bah, quand c'est l'été, vous avez les chachliks. Le chachlik, c'est les brochettes. Alors ça, j'avais fait une vidéo là-dessus, hein. C'est des gros cubes de viande qui sont marinés pendant 24 heures, 48 heures, dans des épices, dans plein de choses, et puis que vous en brochez 5 minutes avant de les cuire, et puis bah, vous mettez ça sur un barbecue spécial qui s'appelle mangal, qui a des petites encoches pour que les brochettes restent au même endroit, puis on puisse les tourner. Et puis il y a des trous dans le fond, sur les côtés, pour que l'air rentre et attise les braises. Donc c'est hyper bon. C'est hyper bon, même froid. On en a fait un dimanche dernier chez des amis. Vous avez vu la vidéo où mon copain Slava, là, il jouait de la guitare. Et, euh, et on a eu des chachliks, on en a mangé après froid pendant 2-3 jours, quoi.
Enfin, alors froid, oui, moi je les mange froids. Elena, elle aime pas manger les choses froides, donc faut qu'elle fasse réchauffer au micro-ondes ou je sais pas quoi. Bon. Alors que c'est froid, c'était très bon. J'avais d'ailleurs fait une mayonnaise maison pour manger avec. Euh, Vous avez aussi en Russie un truc, moi qui m'avait étonné au départ, c'est la confiture en tube. La confiture comme la mayonnaise en fait. C'est en tube et puis bon bah c'est la même chose, hein. Sauf qu'au lieu que ça soit des pots et que vous prenez à la petite cuillère, bah, c'est en tube. Quoi d'autre? De quoi je peux vous parler d'autre comme plat? Euh, le goulash, oui, ça, de temps en temps, ils font, oui. Souvent, ils font. Alors, le truc, moi, qui me désole, c'est que, par exemple, vous avez deux poulets. Vous en avez un qui est un poulet de batterie, pauvre poulet, qui est mort, voilà, qui est vendu pas cher. Et vous avez un beau poulet qui a vécu toute sa vie dehors, musclé, la bonne viande, etc. Et ben les Russes, ils vont faire cuire le bon poulet à l'eau pour mettre dans la soupe, et ils vont faire griller au four le mauvais poulet. Mais j'ai dit ça va pas la tête, non? J'ai dit ton poulet pourri là, tu fais de la soupe avec, parce que ça dénature rien de plus. Tandis que le bon poulet, il faut le faire au four. Lui, il va être bon au four. Il va être. Non, bah non, les Russes font l'inverse. Ils ont une idée de la chose qui est complètement inverse à la mienne. Et à la vôtre, j'imagine, parce que moi, en France, j'ai toujours fait comme ça. Les mauvais poulets, c'était pour faire comme ça, quoi. Et puis le bon poulet, c'était au four avec de l'ail, avec des trucs, enfin, avec du sel, du poivre dessus, etc., pour qu'il cuise bien, qu'il grille bien, que la peau soit belle, dorée. Ça me file l'eau à la bouche d'en parler. Voilà, sinon, ben, concernant ce qu'on appelle la street food ou la junk food, toutes ces nourritures, genre pizza, genre McDonald's, genre. Bon, bah, chez nous, ici, à la campagne, à la ville, il y a des cafés qui font des sushis et des pizzas. Bon, c'est des pâtes la pâte, elle est surgelée, des pizzas. Les sushis sont simples. Bon, bof, quoi. C'est pas extraordinaire, bon, ça va. Euh, voilà, on en a acheté il y a quelques jours là, ça coûte euh, 40 pièces de sushi chaud, parce qu'il y a des types, je savais même pas que ça existait moi avant, il y a des sushis chauds qui sont cuits au four, enfin qui sont avec du fromage fondu dessus, enfin bon, il y a toutes ces sortes. Donc là, c'est ça qu'on avait pris. Ça m'a coûté 13 euros. Voilà. Donc on a mangé pendant 2 jours, hein, parce que on en a mangé le soir, puis le lendemain midi, on a fini, quoi. Avec le wasabi, avec la sauce soja, tout ça. Avec les baguettes. Voilà. Sinon, quoi d'autre concernant la nourriture? Ben, je vous dis, en général, un Russe qui travaille sur un chantier puis qui emmène sa gamelle, il a une côtelette, comme je vous ai expliqué au début de la vidéo, une côtelette avec de la purée, une petite salade de quelque chose que sa femme lui a fait ou qu'il a préparé. Alors vous avez même des salades aussi avec du chou, de la pomme. Ouais, c'est vachement bon, hein. C'est super leur salade. Les yaourts, j'ai remarqué que les rayons yaourts dans les supermarchés disparaissaient pas très vite, hein. Ils sont pas très fans de yaourt. Ils en achètent, mais bon, déjà ça coûte cher. Ça coûte 50 centimes d'euros un yaourt. Bon, je trouve que c'est cher. Je sais même pas si c'est ce prix-là en France. Ça c'est moins cher. Pour un yaourt. Alors les marques, c'est Danone, c'est puis des marques russes, quoi. Et puis, je sais pas si vous allez voir, tiens, il y a plein de ce qu'on appelle varabé, c'est-à-dire des moineaux.
qui sont là sur le fil, là, sur le câble électrique. Et il y en a plein dans le petit arbre qui est là. Ils sont tous posés dedans, là. Et en fait, ces moineaux, c'est toute une famille. Ils doivent être une centaine à peu près maintenant, depuis des années. Et ils vivent là. Et ils sont toujours là. Ils sont toujours dans cette zone. Ils sont toujours là sur la route, sur la maison là-bas, sur les arbres ici, tout le temps. Même l'hiver. Tout le temps, tout le temps. Ils vivent là. C'est leur coin. Voilà. Ils ont de quoi vivre ici, donc ils restent là. Voilà. Et ils sont là tout le temps. Ils font pas de dégâts, ils font rien, ils sont mignons comme tout. Voilà. Bon, ça va, le micro, il marche toujours. Je m'inquiète maintenant. Bon voilà, bah écoutez, évidemment, ça aurait été sympa si j'avais la cuisine avec, si j'avais pu vous préparer tous ces plats, et tout ça, mais non, je peux pas faire ça, j'ai pas le temps. Et puis, je peux pas. Je sais pas trop. Et Elena saurait, mais elle travaille. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Les boissons, ben c'est quand vous êtes à table, les boissons, c'est de la vodka ou du cognac. Moi, je préfère le cognac, mais souvent c'est la vodka. Et puis du jus, là, comme je vous ai montré, en bocaux comme moi j'ai, ou du commerce hein, aussi. Hein. Euh, toutes les boissons, Coca-Cola, tout ça, j'en vois rarement. Il y a peut-être des gens qui en achètent, mais, parce qu'il y en a, mais... Alors le Fanta, par exemple, ça s'appelle Miranda. C'est une marque russe qui est très très vieille, qui date de l'époque soviétique, je crois. Et le goût est vraiment pas mal. Ça ressemble vraiment à du Fanta, quoi, hein, vraiment. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce qu'on boit d'autre? Ben, de la flotte. Moi, je bois de l'eau. Quand j'ai bu trop de vodka, j'arrête et puis je dis non, non, stop, et puis je bois que de l'eau. Ou du jus. Du jus. Des sirops comme en France, vous savez, les sirops Tesser, tout ça, bah, c'est très rare. Et Elena, je lui ai demandé si elle en trouvait de m'en ramener. Et elle a été dans un magasin une fois à la tire, là, à côté, et puis elle m'a ramené du sirop de topinambour. Et ben, c'est bizarre, mais c'est pas mal. Ça se boit. Voilà. Bon, il y a du sucre, évidemment, mais ça se boit avec de l'eau, voilà, ça va, ça passe. Du sirop de topinambour. J'ai dit, mais c'est quoi ce truc? Et oui, oui, oui. D'ailleurs, on en a fait pousser dans le jardin, mais Elena, elle l'a fait pousser pour les fleurs, pas pour les manger. Parce que les topinambours, ça pousse haut et ça cache le mur de la grange du voisin qui est moche. Donc voilà, elle fait pousser ça dessus. Et au fur et à mesure des années, elle fera d'autres trucs. Elle avait planté cette année des fleurs grimpantes. Et il y a quelqu'un avec une machine qui a coupé les herbes et puis qui a coupé les fleurs. Je sais pas qui ça peut être. Je vois pas. J'ai cherché. Qui ça peut être qui a fait ça? Je sais pas. J'ai pas d'idée. Je me suis fait engueuler, je vous dis pas. Voilà. Et bon, bah pour la bouffe, j'ai fait à peu près le tour. Quand on sera à Kazan, bah, vous verrez, je vous ferai des petites vidéos tous les jours. Je les posterai pas tous les jours. Enfin, si, je vais emmener l'ordi quand même. On verra. Et, euh, et je vous montrerai tout ça quand on sera au resto. Enfin, je vous ferai un petit truc, un petit topo régulier du voyage. Et puis, vous montrer comment c'est chouette et puis comment ça plaît aux gens, parce que je suis sûr que ça va leur plaire. D'ailleurs, ils arrêtent pas. Il y en a sur les 4, il y en a qui m'écrivent qu'ils ont hâte. Bah oui, je comprends parce que ça va être un dépaysement pour eux. Voilà. Donc j'en profite pour vous dire que si vous voulez participer au voyage suivant, eh ben n'hésitez pas. Hein, je vous ai dit, le prix c'est bon, vous payez le voyage, ça vous faites comme vous voulez. Si vous voulez du pas cher, vous venez par l'avion jusqu'à Riga, puis l'autobus jusqu'à Moscou et après le train. Si vous voulez du plus confortable, bah, c'est plus cher, mais il faut faire Paris-Istanbul, Istanbul-Kazan. Mais ça coûte plus cher, ça coûte 5 fois plus cher presque. Et mais bon, c'est chacun qui choisit, mais je peux pas choisir pour vous. Je peux pas obliger non plus. Donc moi, je m'occupe du voyage sur place, donc ça coûte entre 1000 et 1200 euros, à peu près, ouais. Tout compris, hein. C'est-à-dire
avec les restos, avec les taxis, avec les visites, avec tout et tout et tout et tout et tout, ça dépassera pas ça. Voilà. J'ai essayé de faire au moins cher, pas au moins cher. J'ai essayé de faire au mieux pour le moins cher possible. J'ai négocié des prix dans des endroits. Voilà. Donc ça sera à peu près ça, 1 200 € pour 10 jours. Bon, je trouve que c'est pas mal, quoi. Hôtel compris, hein, tout compris, hein. L'hôtel est dedans, tout, hein. Le salaire du guide, Bibi, parce que du coup, bah, je vais pas donner de cours, moi, de français pendant ce temps-là. Euh, et puis voilà, ça tourne autour de ça. Ça dépassera pas 1200, ça sera le grand maximum. Si vraiment on se trouve dans un endroit et puis vous voulez boire un coup en plus et puis si on fait ça tous les jours, bon ben ça dépassera un tout petit peu de 1000 1050, ça passera à 1200 peut-être, ouais, voilà. Mais c'est tout, pas plus que ça. Voilà, donc la plupart viennent avec de l'argent pour ouvrir un compte et placer à 18%. Donc ça, c'est une chose qu'on pourra faire si vous venez. Euh, Ouvrir un compte à la banque, évidemment. Alors, il faut savoir que la Rosebank est en train de devenir énorme, c'est-à-dire que elle a été rachetée par Tinkoff, qui est le mec qui a ça, c'est un oligarque qui a fait en quelques années exploser cette banque en ligne. Vraiment, c'est énorme. Et maintenant avec Rosebank, bon, moi j'ai discuté avec ma conseillère parce que quelqu'un m'a dit que c'était inquiétant, mais en fait non, elle m'a dit non, c'est pas inquiétant, ça va devenir énorme, c'est tout, c'est juste ça. Donc peut-être plus d'avantages que les autres, peut-être voilà, je sais pas, on verra. Ça va s'appeler T-Bank, je crois. Mais Rosebank garde quand même. Alors ils ont supprimé des succursales, des trucs comme ça. Bon, ça ils peuvent pas. Mais ils vont quand même garder des endroits pour eux. Tiens, vous voyez ça, la voiture qui passe là, c'est une Renault. C'est une Renault produite en Russie sans l'accord de Renault. C'est-à-dire que Renault s'est barré, les Russes ils ont gardé les usines, et puis du coup, tant qu'à faire, allez vous faire foutre. Et puis ils produisent des Renault, des Stepway, je sais pas quoi là, enfin, et puis d'autres marques, d'autres trucs, hein. Et c'est produit en Russie, voilà. Et ça rapporte rien à Renault. Ils avaient qu'à pas se barrer, et puis prendre les Russes pour des andouilles. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse. Et puis ah bah tiens, oui, regardez. Depuis que on a acheté une mobilette à Artium, il y a des jeunes qui viennent chez lui, parce qu'il s'est fait des copains, qu'il n'avait pas avant, qui ont des mobilettes aussi, puis ça fait des groupes de jeunes en mobilette, qui se retrouvent, qui regardent des films, mais des trucs gentils, quoi, hein. Ils vont pas agresser les gens, hein. Voilà, c'est très sympa. Très bien pour le gamin. Mais je crois qu'il va être déçu, là, parce qu'Artium, en ce moment, il travaille pour gagner des sous pour sa famille. Il travaille à la scierie. Il porte des planches, je sais pas quoi. Bon. Bon allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.